Lecture audio du conte Le grand serpent de mer de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il était un petit poisson de mer dont je ne me rappelle pas le nom. Au savant de vous le dire. Ce petit poisson avait 1800 frères et sœurs, tous du même âge. Ils ne connaissaient pas leur père ni leur mère. Ils devaient tout de suite s'occuper de leurs affaires et nager çà et là, mais c'était un grand plaisir. Ils avaient assez d'eau à boire, tout l'océan. La nourriture, ils n'y pensaient pas, elle viendrait bien. Chacun voulait suivre à sa guise, chacun voulait avoir sa propre histoire, mais aucun ne pensait à cela non plus. Le soleil brillait dans l'eau, brillait autour d'eux. Il faisait très clair. C'était un monde plein d'êtres étonnants, dont plusieurs énormes, à formidables gueules, étaient capables d'engloutir les 1800 frères et sœurs, mais ils n'y pensaient pas non plus, car aucun d'entre eux n'avait encore été englouti. Les petits nageaient ensemble, en groupes compacts, comme nagent les harengs et les maquereaux, et tandis qu'ils nageaient sans penser à rien, voilà que d'en haut, avec un bruit terrible, s'enfonce au milieu d'eux un objet long et lourd, qui n'en finissait pas. Il s'allongeait de plus en plus, et chacun des petits poissons était broyé ou éprouvait une secousse dont il ne revenait pas. Tous les petits poissons, les grands aussi, depuis la surface de la mer jusqu'au fond, s'écartèrent épouvantés. Le lourd et énorme objet s'enfonçait de plus en plus, s'allongeait de plus en plus, jusqu'à des miles à travers la mer. Poissons et mollusques, tout ce qui nage, tout ce qui rampe ou est poussé par les courants aperçurent cet objet effrayant. Cette anguille de mer immense, inconnue, qui était arrivée soudain d'en haut. Qu'était-ce donc? Nous le savons. C'était le grand câble télégraphique que les hommes posaient entre l'Europe et l'Amérique. Ce fut une terreur, ce fut un remue-ménage parmi les habitants réguliers de la mer où le câble était plongé. Le poisson volant s'élança le plus haut qu'il put au-dessus de la surface de la mer. Le grondin monta même à une portée de fusil au-dessus de l'eau, car il le peut. D'autres poissons se réfugièrent au fond de la mer. Ils s'enfuirent avec tant de hâte quand ils arrivèrent longtemps avant que le câble du télégraphe eût été si bas. Ils effrayèrent Cabillaud et Plie, qui circulaient paisiblement au fond de la mer et mangeaient leurs congénères. Deux holoturies furent tellement épouvantées qu'elles crachèrent leurs intestins, mais vécurent encore, car elles le peuvent. Beaucoup de homards et de tourteaux sortirent de leurs sordides carapaces et durent abandonner leurs pattes. Dans cet effroi et ce désordre, les 1800 frères et sœurs se dispersèrent et ne se retrouvèrent plus, ou ne se reconnurent pas. Une dizaine seulement restèrent au même endroit, et après être demeurés immobiles quelques heures, ils se remirent de leur première peur et commencèrent à devenir curieux. Ils regardèrent autour d'eux, regardèrent en haut et en bas, et dans la profondeur. Ils crurent apercevoir le terrible objet qui les avait effrayés, qui avait effrayé grands et petits. L'objet s'étendait au fond de la mer, aussi loin qu'ils pouvaient voir, mais ils ignoraient combien il pouvait grossir, ou quelle était sa force. Il ne bougeait pas du tout, mais, pensait-il, cela pouvait être par fourberie. Qu'il reste où il est, ce n'est pas notre affaire, dit le plus prudent des petits poissons. Mais le plus petit de tous ne voulait pas renoncer à savoir ce que c'était. C'était descendu d'en haut, le mieux était de s'informer en haut, et tous nagèrent vers la surface de la mer, où régnait un calme plat. Ils y rencontrèrent un dauphin. C'est une sorte d'étourdi, de vagabond de mer qui sait faire des culbutes à la surface. Il sait ouvrir les yeux, et devait avoir vu et être au courant. Ils l'interrogèrent, mais il n'avait pensé qu'à lui-même, et à ses culbutes, n'avait rien vu, ne savait que répondre, se tut, et prit un air hautain. Ils s'adressèrent ensuite au phoque, juste comme il plongeait. Celui-là fut plus poli, bien qu'il mange les petits poissons, mais il était rassasié. Il en savait un peu plus long que l'animal à culbute. Bien des nuits, je me suis couché sur une pierre mouillée, et j'ai regardé la terre, à de nombreux miles d'ici. On voit là des créatures perfides. Elles s'appellent, en leur langue, des hommes. Elles tâchent de nous prendre,
mais le plus souvent nous leur échappons. J'ai compris cela. Et l'anguille de mer dont vous parlez l'a aussi compris. Elle a été en leur pouvoir, elle a été sur la terre, certainement de temps immémorial. Les hommes ont voulu la conduire en bateau par-dessus la mer dans une autre terre éloignée. J'ai vu combien ils peinaient, mais ils parvenaient à la maîtriser, car elle s'était affaiblie sur la mer. Ils l'ont roulée en anneau, j'ai entendu le bruit qu'elle faisait lorsqu'ils l'ont roulée. Mais elle leur a tout de même échappé, s'est enfuie en mer. Ils la tenaient de toute leur force, des mains nombreuses la tenaient. Elle a pu tout de même s'esquiver. Elle est parvenue jusqu'au fond. Elle y est, je pense, pour le moment. Elle est un peu mince, dirent les petits poissons. Ils l'ont affamée, dit le phoque. Mais elle se remettra bientôt et reprendra sa grosseur et sa grandeur ancienne. Je suppose que c'est le grand serpent de mer dont les hommes ont tellement peur et dont ils parlent tant. Je ne l'ai jamais vu et je n'y ai jamais cru. Maintenant je crois que c'est lui. Et le phoque plongea. Comme il en savait long, et quel long discours, dirent les petits poissons. Jamais encore nous avions été si bien informés. Pourvu que ce ne soit pas un mensonge. Nous pouvons nager en bas et vérifier, dit le plus petit. En chemin, nous entendrons d'autres avis. Nous ne donnerons pas un coup de nageoire pour apprendre quoi que ce soit, dirent les autres, et ils s'éloignèrent. Mais moi, si, dit le plus petit. Et il se dirigea vers les profondeurs. Mais il était loin de l'endroit où s'étalait le long objet enfoncé. Le petit poisson regarda et chercha de tous les côtés dans le fond. Jamais son monde ne lui avait paru si vaste. Les harengs allaient par grands bancs, brillaient comme un énorme bateau d'argent. Les maquereaux nageaient aussi de compagnie avec plus de splendeur encore. Il venait des poissons de toutes formes, avec des dessins de toutes couleurs. Des méduses, fleurs à demi transparentes, se laissaient porter par les courants. De grandes plantes poussaient au fond de la mer, herbes hautes de plusieurs brasses et arbres à forme de palmier, chaque feuille chargée de coquillages luisants. Enfin le petit poisson aperçut une longue raie sombre en bas, et y alla. Mais ce n'était ni un poisson ni un câble, c'était le bastingage d'un grand vaisseau naufragé, dont les ponts supérieurs et inférieurs avaient été brisés sous la pression de la mer. Le petit poisson nagea dans l'intérieur, d'où les nombreuses victimes du naufrage avaient été emportées par les eaux, sauf deux. Une jeune femme gisait avec un bébé dans ses bras. L'eau semblait les bercer. Ils avaient l'air de dormir. Le petit poisson fut très effrayé. Il ne savait pas qu'il ne pouvait plus se réveiller. Des plantes marines pendaient comme des rinceaux au bastingage au-dessus des deux beaux corps de la mère et de l'enfant. L'endroit était tranquille et solitaire. Le petit poisson se hâta de sortir le plus vite qu'il put vers les eaux mieux éclairées et où les poissons seraient en vue. Il ne tarda pas à rencontrer une jeune baleine terriblement grande. « Ne m'avale pas, dit le petit poisson. Je ne suis même pas une bouchée, petit comme je suis, et je trouve très agréable de vivre. Que viens-tu faire en ces profondeurs où ton espèce ne vient jamais demanda la baleine. Et le petit poisson parla de la longue, étonnante anguille, si c'en était une, qui s'était enfoncée et qui avait effrayé même les plus hardis des créatures de la mer. Oh, oh, dit la baleine, et elle absorba de l'eau si violemment qu'elle dut en rejeter une énorme gerbe lorsqu'elle émergea pour respirer. Oh, oh, dit-elle, c'est l'objet qui m'a chatouillé dans le dos quand je me suis retournée. Je croyais que c'était un mât de navire dont je pourrais me servir pour me gratter. Mais ce n'était pas par ici. Non, l'objet est beaucoup plus loin. Mais je vais aller à sa recherche, puisque je n'ai rien à faire. Et elle se mit à nager, et le petit poisson derrière elle, mais pas trop près, car il se produisait comme un courant rapide quand la grosse baleine avançait vite dans l'eau. Ils rencontrèrent un requin et un vieux poisson-ci. Tous deux avaient aussi entendu parler de la singulière anguille de mer si longue et si mince. Ils ne l'avaient pas vue, mais ils voulaient bien la voir. Puis arriva un loup marin. « Je vous accompagne, dit-il. » Et il prit le même chemin. « Si le grand serpent de mer n'est pas plus gros qu'un câble d'encre, je le mordrai et le couperai d'un coup. » Et il ouvrit sa gueule, montrant ses 6 rangées de dents. « Je peux laisser une marque dans une encre de vaisseau. Je pourrais certainement couper cette branchette. »« Le voilà !
dit la grande baleine, je le vois. Elle croyait voir mieux que les autres. Regardez comme il se soulève, se cambre, tourne et se tortille. Pourtant ce n'était pas lui, mais une énorme anguille de mer, longue de plusieurs brasses, qui s'approchait. Celle-là, je l'ai déjà vue, dit le poisson-ci. Elle n'a jamais fait grand vacarme dans la mer, ni effrayé aucun grand poisson. Et ils lui parlèrent de la nouvelle anguille, et lui demandèrent si elle voulait venir avec eux à la découverte. Cette anguille est-elle plus longue que moi, dit l'anguille de mer. Alors elle causera un malheur. Il paraît que oui, dirent les autres. Nous sommes assez nombreux pour ne pas la craindre. Et ils se dépêchèrent. Droit devant eux arriva un monstre étrange, plus gros que tous. Il avait l'air d'une île nageant, qui n'aurait pu se maintenir sur l'eau. C'était une très vieille baleine. Elle avait la tête couverte de plantes marines, le dos envahi par des bêtes rampantes et une quantité si prodigieuse d'huîtres et de coquillages que sa peau noire était toute tachetée de blanc. « Viens, la vieille, dirent-ils. Un nouveau poisson est venu, qu'il ne faut pas admettre. » J'aime mieux rester où je suis, dit la vieille baleine. Laissez-moi tranquille, laissez-moi là. Ah, oui, j'ai une grave maladie. Je trouve mon soulagement à me tenir à la surface de la mer, le dos en dehors. Alors les bons grands oiseaux de mer viennent m'éplucher, ce qu'ils font très bien, du moins quand ils n'enfoncent pas trop leur bec. Ils le piquent souvent jusque dans ma panne. Regardez, j'ai encore dans le dos tout le squelette d'un oiseau. Il avait trop enfoncé ses griffes et n'a pas pu se dégager quand j'ai plongé. Maintenant les petits poissons l'ont plumé. Voyez comme il est, et comme je suis malade. Pure imagination, dit la jeune baleine. Je ne suis jamais malade, aucun poisson n'est malade. Pardon, dit la vieille baleine. L'anguille a des maladies de peau, il paraît que la carpe a la variole, et nous avons tous des vers dans l'intestin. Des bêtises, dit le requin. Il ne voulait pas en entendre davantage, les autres non plus. Ils avaient autre chose à faire. Enfin, ils parvinrent à l'endroit où était le câble télégraphique. Il s'étend tout de son long au fond de la mer, de l'Europe à l'Amérique, sur les bancs de sable, de la vase marine, du roc et des fourrés de plantes, même des forêts de corail, et les courants changent dans le bas. Des tourbillons s'y forment, les poissons y grouillent, plus nombreux que les troupeaux innombrables d'oiseaux que voient les hommes au moment de la migration. Tout cela remue, patauge, gronde, bruit. Un peu de ce bruit subsiste encore dans les grands coquillages vides quand nous les mettons à notre oreille. Voilà l'animal, dirent les grands poissons. Et le petit le dit aussi. Ils étaient devant le câble dont le commencement et la fin échappaient à leur vue. Des éponges, des poulpes et des gorgones se balançaient au fond, se penchaient sur l'objet, qui tantôt était caché, tantôt visible. Des oursins, des coquillages et des vers remuaient sur lui. D'énormes araignées qui portaient sur elles tout un chargement d'animaux rampants arpentaient le câble gravement. Des holoturies bleu sombre, qui mangent avec tout leur corps, étaient couchés et semblaient flairer l'animal nouveau. Plis et cabliaux virevoltaient pour entendre les bruits de tous côtés. L'étoile de mer, qui toujours se tient dans la vase et a 2 yeux hors d'elle au bout de longues tiges, les ouvrait tout grands pour voir ce qui sortirait de cette agitation. Le câble du télégraphe était immobile, mais il y avait vie et pensée en lui. Des pensées d'homme y circulaient. « Cet objet est perfide, dit la baleine. Il est capable de me frapper au ventre, qui est mon point faible. Tâtons-le un peu, dit le poulpe. J'ai de longs bras, j'ai des doigts agiles. Je l'ai touché, je vais maintenant le saisir un peu plus solidement. Et il étendit ses longs bras agiles vers le câble et l'entoura. Il n'a pas d'écailles, dit le poulpe. Il n'a pas de peau. Je crois qu'il n'aura jamais d'enfant vivant. L'anguille de mer se coucha le long du câble et s'étira le plus qu'elle put. L'objet est plus long que moi, dit-elle, mais ce n'est pas la longueur qui compte. Il faut avoir peau, ventre et souplesse. La baleine, la jeune, puissante baleine, s'inclina très bas, plus bas qu'elle n'avait jamais fait. « Es-tu poisson ou plante ?» demanda-t-elle. « Ou bien es-tu qu'œuvre de là-haut, qui ne peut vivre ici-bas chez nous ?» Mais le câble télégraphique ne répondit pas. Répondre n'était pas son affaire.
Des pensées le parcouraient, pensées d'homme. Et en une seconde, on les entendait d'un pays à l'autre, à des centaines de miles. « Veux-tu répondre ou veux-tu être rompu ?» demanda le requin féroce. Et tous les autres grands poissons posèrent la même question. « Veux-tu répondre ou veux-tu être rompu ?» Le câble ne bougea pas. Il avait son idée à lui, et celui-là peut bien en avoir une, qui est remplie de pensées. Qu'il me rompe, on me remontera et on me réparera. C'est arrivé déjà à d'autres de mon espèce, dans de moindres étendues d'eau. Il ne répondit donc pas. Il avait mieux à faire. Il télégraphiait, remplissait sa fonction au fond de la mer. Le soleil, comme l'appellent les hommes, déclinait à ce moment. Il devint un feu très rouge, et tous les nuages du ciel brillèrent comme le feu, plus splendides les uns que les autres. Fin de la lecture du conte Le grand serpent de mer. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.